Donc, l'ordre du jour. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 21/12/2020. Réponse aux questions posées au Conseil municipal du 21/12/2020. Achat terrain rue Anatole Lebras, parcelle H 1351 par la commune à Madame Intel. 4. Annulation de la délibération numéro 50/2019 sur le projet d'aménagement des parcelles C numéro 1129 et C 802 au Palu et présentation d'une nouvelle délibération. 5. Tableau des effectifs. 6. Projet aménagement de Guinzegal, demande de subvention à l'Adréal au titre de l'appel manifestation d'intérêt. Ami, il me semble que c'est reporté, Michel. C'est ça? Prochain conseil municipal. 7. RODP Orange. 8. Redevance spéciale. Signature de la convention avec l'EF Armor Communauté. 9. Appel à projet DETR. Dossier présenté pour l'opération aménagement du Palu. 10. Présentation des petites villes de demain. 11. Rythme scolaire. 12. Délégation du maire. 13. Questions diverses. Et je cède la parole à Monsieur Compin pour l'appel. Alors, Delsol Philippe, Compin Xavier présent, Leroux Stéphanie, Gourdin Michel, Lancaster Christine, Dornemin Jean-Luc, Troeger Eva, Leroy Jean-Marie, Lepute Dany, Morvan Jean-Michel, Eusé Joël aura quelques instants de retard, Jecker Marie-Odile, le Hervé Jackie, le Scanf Nathalie donne procure. Pardon, c'est un oubli. Françoise Petit-Leclerc. Je reviens. Le Scanf Nathalie donne procuration à Jean-Luc Dornemin. Léard Didier. Cyrichelli Vanessa, qui va être présente. Le Quadou Cédric. Huon Ludovic donne procuration à Philippe Delsol jusqu'à son arrivée du travail. Le Paulès Michel Gislaine. Le Chamarc. Rumiano Valérie. Fichou Arnaud donne mandat à Madame Valérie Rumiano, Robigo Gilles, Desémogère Christelle, Bazin Béatrix et Monsieur Duval Éric donne procuration à Béatrix Bazin. Donc je cède la parole à Monsieur Gourdin pour la première question. Où en sommes-nous sur le projet de camping ? Comme secrétaire ce soir, Monsieur Léard, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Ok. Et pour l'approbation du compte rendu du conseil municipal, des questions? Oui. Ouais. Je peux avoir le micro, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quelques instants. Oui, du coup, j'annonce à tous les élus que le conseil municipal est filmé et il sera mis sur le site de la mairie mercredi. Alors pourquoi c'est pas en direct? Parce qu'en fin de compte, il fallait des autorisations avant de pouvoir le faire en direct. Donc ça sera pour le prochain conseil. Et donc du coup, on le mettra donc sur le site de la mairie à partir de mercredi. Vous m'entendez? Oui. Alors moi, par rapport à ce CR, ce compte-rendu, moi je le trouve succinct sur certains points pour un conseil municipal qui a quand même duré plus de 2 heures la dernière fois, et notamment sur mon intervention relatée page 5. Donc j'ai notamment contredit les éléments qui étaient fournis page 4, où il était indiqué 80 contributions sur des avis partagés d'ailleurs. Donc ça, on était sur la consultation pour le chêne vert. Donc non, c'est ce que j'avais dit. Il n'y avait pas eu 80 contributions sur des avis partagés, mais il y en avait eu plus de 130 par mail ou sur le cahier de la mairie, avec un seul avis favorable pour ce projet. Puis j'ai demandé à monsieur le maire pourquoi le conseil municipal ne votait pas. Il m'a répondu que c'était sa décision, car tous les membres de sa majorité étaient pour. Et j'avais dit à l'époque dont acte. Et donc tout ça n'est pas indiqué dans ce compte-rendu. Donc j'aimerais que ce soit rajouté. Après, hors compte-rendu,
je voulais quand même revenir sur le fait que j'ai posé à monsieur le maire la question. Je lui ai dit, mais quand est-ce qu'on aura la réponse du préfet sur cette consultation publique? Il m'a répondu, vois avec le préfet, hein, dont acte. On n'a pas de réponse en mairie ce jour. C'est ce qui a été dit le lundi 21 décembre. Or, et je remercie M. Duval, hein, qui est absent aujourd'hui, mais M. Duval a trouvé que la réponse était sur le site de la préfecture depuis le vendredi 18 décembre. Réponse favorable à cette consultation. Donc je voulais poser la question à M. le maire. Vous n'aviez pas, vous, en mairie, cette réponse? Je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi. Ah, Vous je laissez dis pas dire n'importe n'importe quoi. Quand tu m'as posé la question, je t'ai dit que je n'avais pas la réponse. Oui, tout à fait. OK. Aujourd'hui, la réponse est annexée dans la convocation. Non, je reviens juste sur le... Si. Tu as bien le permis de Non, construire j'ai pas dit aujourd'hui. n'importe quoi. Ah non, ne dis pas ça. non, stop, tu me laisses Moi- répondre. Je ne t'ai pas coupé. S'il te Je plaît. reprendrai la parole après. Hein. Bien sûr, il n'y a pas Ouais, de problème. ouais. Mais je ne peux pas te laisser dire n'importe quoi. Non, mais je dis pas n'importe quoi. Si, Je tu dis n'importe non, quoi. je dis pas n'importe quoi. Tu transformes les propos. Non, pas du tout. Si, mais Non. si, Alors mais vas-y, c'est habituel. vas-y, C'est habituel. Vas-y, Bon, alors. tu parles, alors vas-y, on t'écoute. Alors, juste, C'est pas la peine. c'était, j'ai posé la question en disant, est-ce que vous avez une réponse? On était le lundi 21 décembre. Tu m'as répondu, non, on n'a pas de réponse. Dont acte. Maintenant, vous n'avez peut-être pas la réponse. Vous connaissez pas la Mais elle réponse. était présente sur le site de la préfecture depuis 4 jours. Voilà, c'est tout. Si tu as le temps d'aller tous les jours sur le site de la préfecture. Justement, j'avais Ouais. pas le temps. Moi On non était le plus. lundi, je ne le savais pas. Donc, on a eu la question au dernier conseil municipal. Donc, on répond. Les pièces sont jointes aujourd'hui sur la convocation. Très bien. Donc, Je on a la reviens ligne. juste sur ce point-là, le Mais lundi je ne peux 21 pas te décembre. laisser dire n'importe quoi. Mais suis je ne dis navré. pas n'importe Si, quoi. tu dis Non, n'importe quoi, tu non, je dis transformes pas les n'importe. choses. Je transforme pas Mais les c'est choses. ton habitude, c'est pas grave. Pas du tout. On continue. Donc, qui est pour le PV? Qui est pour le PV? Qui s'abstient? Qui est contre? 2 contre. OK. Et on revient au projet de camping de Carjan. Gilles Robigot avait posé au dernier conseil municipal l'évolution du litige qu'on avait sur sur le projet déposé en 2015, j'avais parlé dans un conseil municipal précédent qu'on pouvait être, que la partie adverse, à savoir Burlot, SCI, Étoile 3, demandait des dommages et intérêts. On avait eu une rencontre en juillet 2021. Donc je vais simplement répondre à cette question d'une façon très précise. Une assignation a été déposée par Burlot SCI Étoile 3 le 12 novembre 2020 avec une demande de dommages et intérêts grosso modo de 110 000 € pour SCI Étoile 3 et de 5 000 € pour une société tropicale qui devait être la société d'exploitation de ce projet. Voilà, convoquant tout le monde à une audience début janvier. Nous avons bien sûr tout de suite saisi nos services juridiques et nos avocats pour pouvoir répondre. Nous avons répondu, la première audience a été repoussée au 21 janvier, audience à laquelle nous avons totalement répondu, donc bien sûr en repoussant complètement toutes ces demandes de dommages et intérêts. A priori, on a relativement confiance dans cette évolution-là. Et donc, l'audience n'a pas été tenue parce que la partie adverse, de la même façon. Et tiens, quand tu cites éventuellement M. Duval, on a travaillé avec ça, notamment en juillet 2021, avec Éric Duval, puisque à la fois il était partie prenante en tant que maire, mais aussi juriste, pour pouvoir apporter les réponses. On a travaillé ensemble pour cela. Et donc, une réponse. Donc, la partie adverse a demandé elle-même de repousser à une audience ultérieure, dont aujourd'hui, à l'instant présent, je n'ai pas la date, je suis désolé. Je l'aurais peut-être sur le site de je ne sais où, mais aujourd'hui, là, je n'ai pas la date, à l'instant présent. Pas de mauvaise plaisanterie, Michel. Oui. Et donc, a priori, j'attends éventuellement cette date pour ce report d'audience. Donc nous, on a bien déposé les conclusions et on attend maintenant l'audience à laquelle la partie adverse, je suppose, répondra à notre mémoire. Voilà. D'une façon plus générale, parce qu'on pouvait peut-être étendre un petit peu la question, un point aussi sur la vente du camping de Kerjan. Aujourd'hui, simplement, là aussi, je ne peux pas en dire plus. Nous avons 3 CU déposés, dont 2 acceptés aujourd'hui par les services instructeurs.
un donc en cours d'instruction, 2 + 1 = 3. Donc, et chacun des CU déposés respecte le cahier des charges qu'on fixe aujourd'hui à l'exploitation du camping de Clergeant, à savoir un camping nature, 2 étoiles, famille, voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Je peux encore préciser une chose, c'est qu'on est dans la rédaction d'un compromis de vente avec un des CU acceptés. Aujourd'hui, sur papier, pour être complètement transparent, puisque ça peut être différent de CU déposé, nous avons 2 offres financières. L'une qui est ainsi rédigée, qui nous fait une offre entre 300 et 400 kg-euros. Voilà. Et une qui est à hauteur de 350 €. Je répète simplement qu'à chaque fois que... 350 000 €, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise? 350 €. Oui, 350 000 €, bien évidemment. Pardon, excusez-moi de ce lapsus. Simplement en rappelant une chose, c'est que l'évaluation des domaines, la dernière qu'on avait eue, y compris avec les dernières dégradations, était à hauteur de 380 000 €. C'est toujours ce que je répète aux vendeurs, et qu'on a une possibilité de vente dans la limite de plus ou moins 10% des domaines, sauf avis contraire proposé par le conseil municipal. Voilà le point très précis que j'ai aujourd'hui. Je n'ai rien de plus pour l'instant. Merci Michel. Alors, question suivante. La prochaine commission de travaux peut être faite en visioconférence. La prochaine, oui. D'accord, puisqu'on a... Ce soir, c'est du matériel prêté par... quelle société? Comment? Excel Audio. Hein. Le définitif va arriver incessamment sous peu et désormais, on pourra le faire. C'était surtout parce que comme elle ne s'était pas réunie, c'était pour demander justement une visio. Et de ce fait, elle s'est réunie. Donc voilà. La question n'a plus lieu d'être. Non, mais bon, pour les prochaines, ce sera possible. Pourquoi une demande de feu tricolore Ça a été répondu, hein, voilà. En sachant qu'aujourd'hui, on irait plutôt sur un comment? Un cassis. Pour casser la vitesse, comme son nom l'indique. Mais je pense que tu dois le savoir, on en a parlé en commission l'autre jour. Demande de M. Duval effectivement sur le permis de construire pour Kiridouard, donc vous l'avez tous en annexe, hein, on vous l'a offert. Et donc demande de M. Fichou sur les barrières anti-franchissement, elles ont été installées. Hein. On les a refait, oui. Il n'y a toujours pas? Il est fermé celui-là. Voilà. C'est vrai qu'il était complètement démonté mardi, quand on s'est réunis en commission scolaire. Je l'ai fait remonter parce que les morceaux, ils font 10 kilos. Et c'est vrai que pour casser les vides de la cantine, c'est facile. Oui, excuse-moi. C'est vrai? On mettra en annexe dans le PV la 2. Hein, bon, c'est le problème du recto verso. On va vous l'envoyer par... Sylvie, on l'envoie par courriel? Sylvie dit qu'il n'y aurait rien en page 2. Ouais, non, il y a quelque chose, quand on voit les points, les tirets, il manque l'article 1, l'article 2, donc il y a une page 2. Hein. C'est sûr. On vous l'envoie en courriel. Hein? Alors, juste, hein, je reviens, il y avait une demande de ma part, de notre part. Y aura-t-il une consultation citoyenne et un comité de pilotage pour le projet de Gwenzigal? Le point numéro 2. Alors, on ne va pas refaire le passé. Le projet, tout ça, ça a été déjà fait. Nous avons une réunion publique le 1er octobre dernier, où il y avait dans cette salle plus de 100 personnes. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait
des personnes peut-être pas élues, mais en tout cas de listes d'opposition. Ça a été donc complètement... L'ensemble du projet a été dans cette salle projeté, expliqué, à la fois par le Conservatoire du littoral et à la fois par les architectes en charge du projet. Voilà. D'ailleurs, et cette réunion publique s'est poursuivie. Il y avait à peu près, je ne sais pas, 70-80 personnes ici dans cette salle. Et après, il y a eu, c'était le 1er octobre. Après, il y a eu éventuellement poursuite des travaux sur site, sur place. Les riverains avaient été convoqués. Je sais que tous les riverains avaient été convoqués. J'avais fait du boitage personnellement pour que le maximum de personnes puissent y assister. Toutes les associations de Ploie qui avaient à se prononcer, notamment par exemple Plouar Mort, avaient été bien sûr invitées, puisque c'est un des sites visités par Plouar Mort. Et donc, tout le monde a eu l'occasion de pouvoir modifier à l'ajustement les projets. Par exemple, le problème se posait pour Plouar Mort, le problème de parking, non pas d'un, mais de 2 cars possibles, avec une possibilité de retournement, sans manœuvre, sans rien, surtout avec des gamins et des jeunes à emporter. Les modifications ont été apportées et faites, reproposées à Plouar Mort. Voilà, et avec les riverains, toutes les suggestions qui avaient pu être faites ont été retenues par l'architecte. Donc, ayant fait cette réunion publique d'information et il y a eu tout un travail avec Gunzegal au préalable. Là, on était en finalisation. Aujourd'hui, le projet, compte tenu de toutes ces remarques qui ont été faites à cette journée et qui ont été validées par les personnes qui ont fait ces demandes de modification, chaque fois ça a été modifié. Par exemple, le Plouar Mort avec Michel Lecoadou, son président et son directeur ont été validés par échange de mails. Et le Conservatoire du littoral, aujourd'hui, on en est dans le lancement et la rédaction avec l'architecte des consultations. Alors, cette réunion publique avait lieu un jeudi à 14h, donc moi, je n'ai pas pu y participer. Est-ce que c'est consultable en mairie, tous ces éléments? D'accord. Oui, ce sont des documents publics. Hein. Bon, je propose d'enchaîner. Achat de terrain rue Anatole-Lebras, parcelle H 1351 par la commune. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que Madame Monjaret Monique, domiciliée à Bois-Colombes dans le 92, possède un terrain à Plouas 6 rue Anatole-Lebras et cadastré section H, numéro 1351, d'une surface de 927 mètres carrés. Suite à un engagement d'achat de terrain consécutif à une position non déclarée, il lui a été proposé l'achat de son terrain par la commune au prix de 8 000 €. Proposition que Mme Monjaret a acceptée. Cet achat est une opportunité pour l'implantation d'une zone de biodiversité en centre-ville avec accueil d'hôtels à insectes, diversité florale, zone de refuge pour les oiseaux et d'études pour les enfants des écoles. Il est proposé au conseil municipal d'accepter l'achat de ce terrain et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents relatifs à cette transaction. Y a-t-il des questions ? Pardon, Christelle. Moi, je voulais juste savoir quand est-ce qu'elle va avoir lieu, cette implantation ? Si on est propriétaire du terrain, quand on sera propriétaire du terrain, je pense que c'est prévu, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues après les vacances de Pâques, Michel, hein, c'est ça, hein, voilà. Moi, je voulais savoir s'il n'y avait pas eu de terrain communal pour faire ça, parce que 927 mètres carrés, ça me paraît peu pour faire ce genre de projet. Et d'autre part, étant donné que vous pensez aux enfants des écoles, à 8 000 €, il faudra ajouter l'accessibilité en cheminement doux pour les enfants, je suppose. Donc, le cheminement existe déjà, puisque cette parcelle est en bord de route. Hein. Ouais. D'accord. Et c'est une parcelle zone humide. Donc le fait d'acheter cette parcelle, c'est que ça nous permet, au milieu du lotissement, de protéger cette zone et qu'elle ne sera jamais constructible. Pas d'autres questions ? Oui ? Lui, il s'y connaît un peu mieux que moi. Il me demande de vous dire, on n'a pas l'avis du service des domaines.
estimation de la valeur du terrain faite par l'État. Maintenant, est-ce que c'est par l'État ou est-ce que c'est vous qui avez estimé la valeur? Certes, ce n'est pas obligatoire, mais cela semble intéressant pour éclairer la délibération. L'aménagement de ce terrain se fera-t-il avec le personnel existant ou y aura-t-il un recrutement? Puisque cela suppose des connaissances de biologistes, naturalistes, entomologistes, ornithologues. Alors, sous le contrôle éventuellement d'autres qui pourraient m'apporter le commentaire, mais a priori, les domaines ne répondent plus dans la limite, enfin, dans des, je ne sais plus le seuil, c'est là où j'ai une petite crainte, si ce soit 50 000 ou 100 000 euros, mais toute estimation, les domaines ne répondent plus systématiquement à une estimation inférieure à, et je crois que c'est 100 000 euros. Quelqu'un peut m'aider? Non? Personne? Voilà. De toute façon, ils ne répondent pas en tant que tel. Donc, il y a un seuil minimum en dessous duquel, pour chiffrer le bien public, les domaines ne répondent pas. Même si on le demande. Madame Monjaret nous avait proposé 10 000 euros. Ce en quoi l'exécutif a proposé 8 000, en disant elle va nous refaire une proposition à 9 000. Elle n'a pas fait de proposition à 9 000, elle a accepté les 8 000. Voilà. D'autres questions? Ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? Tu votes 2 fois Oui, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Je vous ai compris. Unanimité. Annulation de la délibération numéro 50/2019 sur le projet d'aménagement des parcelles C numéro 1129 et C numéro 802, 6 au Palu, et présentation d'une nouvelle délibération. Nouvelle délibération. Je vous rappelle que le conseil municipal, par délibération en date du 15 novembre 2017, a décidé d'acquérir la parcelle cadastrée C numéro 1119 pour une surface de 21 ar 16 centiares, propriété de messieurs Gilles et Denis Teillac, nécessaire à l'aménagement du site et notamment à l'accueil des camping-cars. Je vous expose que le nombre croissant de véhicules stationnant sur le parking C802 et la parcelle enherbée C1129 depuis les années 80 au lieu-dit le Palu nous invite à apporter une attention particulière à ce sujet. Le nombre croissant des camping-cars y stationnant sans service proposé engendre 2 types de risques. Une pollution des eaux pluviales, car le service de collecte n'est pas adapté à ce nombre de véhicules. Sécurité incendie, car ces camping-cars ont tendance à se positionner très près les uns des autres. En cas d'incendie de l'un d'entre eux, la propagation du feu du camping-car à l'autre est de ce fait important. Les camping-cars sont de plus en plus équipés de bouteilles de gaz. Je propose, dans la juste continuité de l'usage qui est fait de ces terrains depuis plus de 30 ans, d'automatiser son accès et inclure l'accès aux services afin d'exclure tout risque de pollution, d'optimiser la collecte des déchets ménagers, de délimiter chaque emplacement afin de garantir un minimum de 5 mètres de large par camping-car. Ce terrain étant en zone proche du littoral, aucune construction ne sera réalisée. Seules des modifications des mobiliers urbains additionnels à ceux déjà existants viendront compléter l'équipement de ce parking. Ces équipements veilleront au respect environnemental, à savoir tendre vers aucun rejet sur ce site exceptionnel. De ce fait, aucune démarche administrative n'est à réaliser. Seul un budget pour études, menus travaux et équipements sera à prévoir. Pour ce faire, inclus dans une prestation globale de stationnement et sans surplus monétaire, les accès au vidange des eaux usées et des bornes de recharge électrique seront proposées aux véhicules stationnant sur ce parking. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à déposer une déclaration préalable en vue de procéder à l'aménagement du parking à destination des camping-cars situés sur la parcelle C numéro 1129 et une partie de la parcelle C numéro 808. Des questions? Jean-Luc, tu veux dire un mot? Ou après, tu répondras aux questions? Ouais. Ouais, on avait une question par rapport... est-ce que ce serait une aire de stationnement payante pour les camping-cars? Oui. Et à quel niveau? Entre 10 et 11 euros. La journée? Les 24 heures, ouais. Sinon, c'est 6 euros les 5 heures. Et qui sera chargé du recouvrement? C'est automatique. Ils arriveront avec un badge et ils mettront... Une carte bancaire. D'accord. Avec réservation, voilà.
Honnêtement, je pense qu'on sera très proche des 23 places. On ne sera pas au-delà. Sinon, au niveau sécurité, on retombe dans la même problématique. Donc ça peut être 22, 23, 24, 25. Mais je pense que 23, ça nous paraît raisonnable. D'autres questions? Oui. Ça, c'est pris en compte, cet emplacement-là, par rapport à une étude de maîtrise d'œuvre de tout après la modification du site. Alors, dans l'étude du comité de pilotage, tu veux répondre, Jean-Luc? Vas-y, prends le micro, il y a un micro là-bas. J'essaie de voir dans l'étude de comité de pilotage qu'on avait fait, qui est clos, on avait mis cet agencement-là à part. Simplement parce que le droit trentenaire voilà. Hein. On ne souhaite pas non plus qu'il y en ait partout. Je crois que la parcelle de messieurs Teillac était un compromis qui a été voté à l'unanimité par le comité de pilotage. Oui, tout à fait. Et comme tout comité de pilotage, ça reste un compromis. Une question? Il y a d'autres questions? Bon, ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui s'abstiennent, contre. Unanimité, merci. Monsieur Gourdin, tableau des effectifs? J'avais juste, on ne vote aucune subvention ce soir par rapport à Gwenzial ou au Palu. C'était ce qui était là, à l'ordre du jour. C'est après. C'est après? D'accord. C'est bon? Je vais y aller. Bon, simplement, je vais tout de suite rectifier une chose. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je vais l'avouer devant tout le monde, devant le conseil municipal. J'ai essayé de travailler de tête, mais j'ai fait appel à chacun pour dire est-ce que quelqu'un peut m'apporter le complément. Donc, on a vérifié. Le seuil, éventuellement, pour la réponse des domaines, j'ai parlé de 50 ou 100 000 euros, c'est 24 000 euros. Exactement, mais on est dedans. Et par contre, la saisine des domaines est obligatoire, demandée par éventuellement le conseil municipal, simplement à hauteur de 180 000 euros. Donc 24 000 euros, c'est le minimum de la réponse qu'apportent les domaines. Donc voilà. Et 180 000 euros, c'est la saisine obligatoire des domaines. OK. Donc, tableau des effectifs, simplement rappeler qu'on doit valider le tableau des effectifs qui ne comporte que des modifications, je ne vais pas dire à la marge, qui sont essentiellement des avancements de grade d'agents et qu'il a été voté, ce tableau a été voté à l'unanimité du comité technique réuni le 19 janvier 2021. Donc, il y a trois changements. Je vais simplement reprendre, chacun a lu dans la convocation ce tableau des effectifs. En résumé, il y a la suppression d'un grade adjoint administratif, la suppression d'un grade de rédacteur, la suppression d'un grade attaché principal et, juste en correspondance, la création d'un grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, la création d'un grade de rédacteur principal de 2e classe, la création d'un grade attaché. Donc simplement poste pour poste et essentiellement des promotions d'agents. Des questions, peut-être des commentaires à apporter sur ce tableau d'effectifs? Alors, simplement aussi, peut-être, toujours pour faire bien attention, ce qui est modifié, c'est simplement ce qui est en bistre, marron, voilà, et ce qui est en noir était déjà quelque chose voté dans des tableaux d'effectifs précédents. Je soumets au vote. Pas de questions? Qui est pour cette modification des tableaux des effectifs? Si j'ai bien vu, unanimité. Merci. Merci. Alors, donc là, j'avais présenté en commission finance une demande de subvention à la DREAL pour Gouin-Ségal. Aujourd'hui, nous ne voterons pas, puisqu'il y a un report qui n'est pas de notre fait, bien sûr. Il est demandé par la DREAL. C'est un changement du périmètre d'application de la circulaire. Donc ça ne sert à rien de passer en conseil aujourd'hui pour le modifier, l'annuler, le modifier plus tard. Donc nous attendons la modification de la DREAL pour passer cette demande de subvention. Ça fait partie des plans de relance, des nombreux plans de relance. Donc c'est pour ça que je pense ça a été reporté. Il est difficile de tenir toutes les dates. Il y a un nouveau
Bien sûr. Il y a aussi dans la nouvelle circulaire, il n'est plus possible d'avoir le même dossier sur 2 demandes de subvention. Un dossier est étudié qu'une fois et après les subventions suivent. Là, ce qu'on avait en ce moment, on le présentait à la DREAL et à la région. On avait deux financeurs, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un dossier. Et ça a changé il y a 3 jours. Voilà. Question d'Éric. Pour cette demande de subvention, pour un projet que nous avons initié en 2015 et que nous avons la satisfaction de voir poursuivi, nous souhaitons que nous soit transmis la copie du projet du cabinet Leloup, dès que vous l'aurez, puisque c'est un nouveau projet. Nous ne comprenons pas très bien pourquoi il a fallu en passer par un deuxième cabinet, car le projet Frétet était déjà suffisamment complet pour servir de base à l'aménagement, même si vous soutenez l'inverse. Il avait été fait avec un architecte du Conservatoire du Littoral, financé par le Conservatoire pour 8 000 €. Alors, je peux répondre très calmement à cela. C'est ce qu'on pourrait appeler tranquillement, je vais peser mes mots, de la désinformation. Monsieur Frétet avait bien été l'architecte associé et nommé par le Conservatoire, puisque c'est le Conservatoire qui porte le projet, pour ce projet. Ce sont 2 jeunes élèves de Frétet, plus locaux, à savoir de Sabrieux, à la demande de Frétet et du Conservatoire, qui ont poursuivi le travail de Frétet, qui était complètement, a priori, débordé. Mais c'est bien à sa demande. C'est sa demande de Frétet. Je répète que c'est les 2 jeunes archis qui sont d'ailleurs plus locaux, puisque Frétet, si je ne m'abuse, a son cabinet dans le Massif central. Là, on a 2 archis qui travaillent en poste à Saint-Brieuc, qui ont été élèves de Frétet et qui ont pris le relais sur le dossier. Et ça a été fait en concertation avec M. Frétet et en concertation surtout avec le Conservatoire. Donc il n'y a pas du tout perte de l'information. Tout a été récupéré, transmis, récupéré. Et là, on n'est plus dans l'avant-projet, enfin les esquisses de départ, l'ensemble, parce que le projet de Frétet allait d'ailleurs, si je ne m'abuse, de la pointe de la Tour et jusque le Palu, et qu'on tient toujours en compte. Et on a décidé effectivement de porter les projets en saucissonnage parce qu'on ne peut pas faire l'ensemble du projet en une seule fois. Donc c'est bien toujours le projet de Frétet qui est porté et avec 2 de ses élèves, en accord avec le Conservatoire. Ensuite, redevance d'occupation du domaine public pour Orange. Donc, les éléments du patrimoine arrêtés au 31 décembre 2019 et les coûts actualisés nous permettent de calculer la redevance d'occupation du domaine public due par la société Orange à la commune de Plouha. Les tarifs de base sont les suivants. 40 € le kilomètre d'artère aérienne, 30 € le kilomètre d'artère souterraine, 20 € le mètre carré d'emprise au sol. Ceci pour un total de 11 401,03 €. Donc je demande au Conseil d'approuver le montant de la redevance et son calcul. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Ensuite, la redevance spéciale. Donc, c'est la convention de redevance spéciale 2020 pour la collecte des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères et déchets recyclables. Donc, c'est une redevance de l'EF-Armor pour les entreprises et les collectivités. Donc, cette redevance est basée sur la production réelle de déchets. Et donc, vous avez tous cette convention jointe. Donc, vous pouvez, je suppose que tout le monde l'a lu et étudié. Donc, des questions? Non. Donc, je demande au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Qui est pour? À l'unanimité, merci. 9e point, appel à projet pour la DETR. Donc, la subvention arrive, monsieur Robigot, pour le Palu. Donc, vous avez joint l'appel à projet pour la DETR concernant le Palu. Donc, c'est l'aménagement de l'esplanade, des stationnements. Donc, c'est un comité de pilotage qui a été mis en place de 2017 à 2019 en concertation avec la DAC.
concernant également la voirie liée à la sécurité, aussi l'espace réservé au stationnement des camping-cars, comme l'a expliqué Monsieur le maire tout à l'heure avec l'achat du terrain. Vous avez les plans joints avec les explications. Donc, les éléments financiers vous font ressortir donc un coût total de l'opération d'1 580 hors taxe, dont une maîtrise d'œuvre de 100 000 € et un autofinancement pour la commune donc de 599 677 avec une participation donc de la DETR à hauteur de 35% pour un montant estimé de 322 903. Des questions? Je vous écoute. Bon, d'abord, la première question, c'est le même projet Frétet qui continue, non? C'est la même chose, c'est ça? Non. Si, il dit qu'il avait fait, d'après Eric, il avait fait, Frétet l'avait fait. Pardon? Si, alors je vais vous répondre. Donc, Frétet, il avait fait cette étude, il avait fait des esquisses, je dirais. Hein, sans chiffrage, sans rien, mais uniquement des esquisses. Il n'avait surtout pas fait l'étude de faisabilité, hein, puisqu'il avait prévu un parking en zone humide dans le terrain, l'ancien terrain que tout le monde connaît de la chasse. Hein, donc on a retravaillé le comité de pilotage sur tout ça, et avec l'ADAC qui nous a surtout envoyé dans la faisabilité du projet. Donc aujourd'hui, le COPIL, il est clos. Hein, Madame Artus, pour l'opposition, en faisait partie. Il est clos. Le cahier des charges a été établi et on en est à l'appel d'offres du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre. Il y avait quand même une autre question d'Éric, c'est la particularité de l'aménagement environnemental de la première ligne a disparu. D'après ce qu'il a pu reprendre sur les notes qu'il a eues. Alors, dans le cahier des charges justement établi par le COPIL, hein, il est bien précisé que le maître d'œuvre devra avoir des compétences dans ce domaine. Hein, c'est dans le cahier des charges. Du côté des galets et de la partie bitume. Il y avait à ce moment-là une note sur le projet pour la partie bitume du côté des galets. Je ne connais rien, mais c'est ce qu'il m'a dit, qu'il avait vu sur le premier projet. Madame Artus, qui en faisait partie, a dû lui rendre compte de ce qui a été décidé en comité de pilotage, je pense. De toute façon, pour rassurer Eric, il n'y a pas de bitume prévu dans le cahier des charges. Voilà, ouais. J'ai une question par rapport au budget. C'est quand même à charge de la commune, c'est un montant environ 700 000 €. C'est pas fini, on va aller chercher des subventions encore. C'est simplement la DETR. 1 million d'euros, et on a donc 322 903 de subvention de la DETR, donc 700 000 € à la charge de la commune. Oui, mais là, pour l'instant, on en est sur la demande de DETR, c'est tout. Il y aura d'autres subventions à venir. Donc ça, c'était pas précisé, d'accord. Voilà, là, on est juste sur la DETR. Une date butoir. Voilà, avec une date butoir qui est le 31 janvier. Et il y aura quoi d'autre comme demande de subvention? Parce que là, en autofinancement, il y a écrit 600 000, on rajoute 100 000, ça fait 700. Il y aura quoi d'autre comme demande de subvention? Pour l'instant, je ne saurais vous dire quelles sont les subventions, mais il y en aura d'autres. On pourra vous les donner le moment venu. Pourquoi pas certaines du plan de relance, puisque régulièrement, nous avons des subventions qui arrivent suite au plan de relance. Pourquoi pas? Mais là, je ne peux pas vous dire toutes les subventions, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Oui, je vous fais confiance alors. La région pour le RB, hein, Michel? Ouais. FEDER, enfin. Sur un projet comme ça, on sera entre 60 et 70 de subventions. Pardon, j'ai pas... Sur un projet comme ça, on sera entre 60 et 70 de subventions. D'accord. Si on a plus, on les prend. C'est clair. Pour l'instant, il y a moins, mais... Mais non, aujourd'hui, c'est uniquement la DETR. C'est la première. Voilà, c'est vrai que si on a demandé à la DETR sur ce projet-là, c'est parce que c'est un projet important. Et qu'il vaut mieux avoir 35% d'un projet important que 35% sur un projet à 100 000 €. Voilà.
Oui, Valérie? Concernant, alors c'est parce que je vois mal ou c'est parce que c'est très petit, mais concernant l'organisation sur les véhicules en stationnement en sommaire, le long de la bande de Galette, il y a marqué TMR de 3 et organisation des stationnements. Combien il y aura de stationnements à peu près? Ce sera comme maintenant, parce qu'effectivement l'ancien projet permettait de déplacer les véhicules en zone humide, comme je disais tout à l'heure, sur le parking de la Valivert. Enfin, voilà, la Valivert. Là, du coup, ça c'est complètement abandonné. Le comité de pilotage, alors, ça a été un sujet qui a beaucoup changé. Au départ, le comité de pilotage avait demandé à ce qu'on ressorte le ruisseau, c'était à l'époque, et qu'on interdise les véhicules en front de mer. Et les 2 derniers comités de pilotage, il a été demandé qu'effectivement on reste, pour éviter le bouchon près des stationnements VL à l'entrée, d'accord, pour éviter le sens unique et le bouchon, de rester en rotation. Okay. Au niveau parking, le comité de pilotage et la DAC avaient comme cahier des charges maintien du nombre de places. Les 3 places, enfin les 3 places. Et je redis pour rassurer Eric et puis Florent Valentin. Je cite le parti des membres du comité de pilotage. Voilà. Pourquoi pas de bitume? Parce que bon, on sait pertinemment que le cordon de Galets a 17 ans d'activité sur 30 ans. Il est en activité en ce moment. Je vous rappelle qu'en 96, la mer avait été jusqu'au champ de la chasse quand même. D'accord? Et qu'on sait que dans les 17 ans, il y a de plus en plus de tempêtes. Si on met pour 300 ou 400 000 euros de bitume, en plus c'est quand même pas très écologique, ça va être retourné dans les 10 ans. Donc c'est un peu dommage de mettre à la mer 300 ou 400 000 euros de bitume. Donc il y aura un système qui sera plus écologique et qui sera adapté au parking. Voilà. Ce qui nous obligera aussi à régler le problème du pluvial qui descend de Carrigal. Vas-y Jean-Luc, tu peux. Non, il n'y a rien à rajouter. Tu connais bien le dossier, Philippe. Tu faisais partie du comité de pilotage également. On ne perd pas de place de stationnement. Donc, on n'en a pas de trop, vous savez. S'il y a d'autres questions. Donc, voilà, je mets au vote. Donc, pour l'opportunité de ces travaux et l'approbation de la demande de subvention au titre de la DETR 2021. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention? Merci. Petite ville de demain. Bien, mes chers collègues, c'est une information sur le dispositif Petite Ville de demain. Ce programme est un programme initié par l'État. Il est porté notamment par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites villes ou des gros bourgs et des territoires en accompagnant les collectivités dans leur dynamique et leur transition. Les objectifs loués au programme Petite Ville demain sont de prendre en compte le ou les projets de territoire, d'apporter des réponses sur mesure aux questions des collectivités, de mobiliser l'ensemble des moyens, de combiner à la fois une approche nationale et locale et un temps d'action de 6 ans qui sera dans les faits bientôt plus que de 5 ans. Cela concerne 1000 communes et intercommunalités qui sont ciblées sur le territoire national, 26 communes et 8 EPCI sélectionnés dans les Côtes-d'Armor, 3 communes lauréates pour les Farmors communautés, à savoir Lanvolon, Châtellerault-Plouagat et Ploua. 3 piliers précisant l'offre de services ont mûri notre engagement à ce dispositif. Le premier, le soutien en ingénierie. Le second, des financements à des mesures ciblées. Et puis, de façon toujours intéressante, l'accès à un réseau d'expérience. Un club, mais le club n'étant pas forcément le mot qui nous a fait réfléchir, mais plutôt l'idée de mettre en commun les expériences et les pratiques de ces petites villes de demain. Parmi les 10 mesures clés du programme national, certaines apparaissent structurantes à nos yeux quant à l'engagement issu du scrutin municipal de juin 2020 et l'engagement pris pour notre part avec la population quant au projet municipal, à savoir le financement d'une ou d'un chef
de projets, la prise en charge d'opérations pour des projets de reconversion de friches industrielles, des mesures de réduction fiscale pour des travaux dans l'immobilier ancien, par exemple, la création de 800 France Service, la création de 200 fabriques du territoire, pour être plus clair, ces fabriques du territoire, et ça parlera un certain nombre dans cette salle, à savoir des tiers-lieux. Sur la candidature de la commune de Plouha, pour vous rappeler qu'elles sont portées au niveau départemental par les têtes de pont que sont les EPCI, les discussions en commission, bureau et information en conseil communautaire ont été ouvertes à la fin de l'été 2020. Par une lettre d'intention, nous faisions avec monsieur le maire valoir notre candidature officielle le 16 novembre dernier. À la mi-décembre, nous apprenions la candidature retenue de notre commune sur décision de madame la ministre de la Cohésion des Territoires. Peut-être pour vous donner le contenu, mais elle sera disponible là aussi. Le contenu qui a fondé notre engagement était celui de dire que nous souhaitons une commune agissante pour l'égalité territoriale et ce qu'on appelle aussi en termes d'éléments de langage, la continuité républicaine des services de proximité à la population. Clairement, il s'agissait pour nous de faire un trait d'union communautaire. Ça a été l'attitude que nous avons eue à la fois dans le débat, dans la confrontation, dans les arbitrages. Bien sûr, d'autres communes étaient candidates et ont été reconnues, je les ai citées, mais nous aussi, nous tenions à être candidates et que notre projet, le Plouhatin, aille au bout. Nous aspirons donc à une feuille de route qui soit territoriale, donc clairement communautaire, mais aussi municipale, comme à chaque fois de nos actions, pour engager des actions de justice sociale au plus près des citoyens, de développement, de renouveau et de transition. Peut-être il est bon de rappeler à ce stade de l'information entre nous que ces petites villes ou ces gros bourgs étaient de reconnaître les communes qui ont une véritable centralité historique. C'est plus facile en termes de poids et d'arbitrage. Plouha correspond à cela, c'est un chef-lieu de canton historique et toujours, à la centralité géographique jamais démentie à cette date. Cette petite ville, ce gros bourg, entre nous, comme disait quelqu'un, prenons-nous uniquement pour ce que nous sommes, mais quand même, petite ville rurale et littorale, mais nous sommes aussi confrontés à de multiples défis auxquels il faut répondre aujourd'hui. Plouha, il lui est nécessaire d'agir pour envisager le bien vivre ensemble ou le mieux vivre ensemble des 20 prochaines années et au-delà. Mesurons, et c'est l'argument qui a été le nôtre auprès de nos collègues élus des différentes collectivités et communautaires, mesurons que Plouha, même si la centralité est affichée, ce gros bourg vu de l'extérieur, sauf que nous avons aussi des défis en termes de développement, en termes de renouvellement de nos populations, en termes de maintien de nos services de soins, en termes d'attractivité, de développement durable local, des transitions. Dit autrement, les choses ne sont jamais acquises et c'est précisément ce qui nous a fait candidater. Troisième élément de l'information auprès de vous, c'est l'état du projet avec la communauté de communes. Un comité de pilotage communautaire officialisé, celui-là a été institué le 29 décembre 2020. La réunion du 21 janvier dernier, en présence de madame le sous-préfet ou la sous-préfet, enfin moi j'aurais dit la sous-préfet, nous a permis de pouvoir présenter devant les conseils municipaux respectifs les points d'étape à venir, l'exercice que nous faisons devant vous ce soir. 2 points de débat dans les rapports avec la communauté de communes. Le premier est qu'aujourd'hui nous travaillons une convention d'adhésion à Petite Ville de demain. Ce projet est en cours d'élaboration par les différents services. Cette convention sera une convention, en l'état actuel des débats, quadripartite, entre d'un côté les farmers communautaires représentant les 27 communes de la collectivité, et de l'autre les 3 communes engagées, à savoir Lanvolon, Châtel-Audrin, Plouagat et Plouha. Et à partir de là, nous déterminerons ensemble, notamment l'objet de cette convention, les engagements des parties et la durée de la convention.
Le deuxième point est un point clairement qui apparaît de suite, à savoir les questions de financement. Qu'on est plusieurs, c'est toujours comment on paye et qui paye, en français. Puisque dans mes propos liminaires, vous avez remarqué que ce qui était important, c'était notamment d'avoir accès à une ou un chef de projet qui accompagne sur le territoire. Il va de soi que ce n'est pas un ou une chef de projet par commune, c'est un ou une chef de projet partagé sur les 3 communes, j'ai envie de dire, porteuses, mais également qui puisse amener du conseil ponctuel sur l'ensemble des autres communes. De vous faire partager, mais vous le savez peut-être, mais sinon que ce recrutement de chef de projet, ce poste est financé à 75% par l'État, à une hauteur maximum de 45 000 €. En l'état actuel, nous réfléchissons donc aujourd'hui une hypothèse de reste à charge qui serait donc ventilée entre la communauté de communes et les 3 communes bénéficiaires. Et cet arbitrage sera soumis prochainement au conseil communautaire. Je crois pouvoir livrer en toute transparence, mais je fais confiance au conseil, que les chiffres sont des premiers chiffres de discussion. Ils ne sont pas validés, ils sont un premier jet de débat au niveau communautaire, mais dans le même temps, disons les choses, mais sans peut-être les afficher déjà. Je vois les amis de la presse, c'est pas... Nous rediscuterons. En l'état actuel, il resterait quelque chose à peu près comme 12 000 € à charge à nous répartir au niveau communautaire. La proposition qui risque d'être faite très prochainement, je regarde mes collègues conseillers communautaires, qui risque d'être faite très prochainement par le président, à savoir la moitié de ces 12 000 € serait pris par la communauté de communes au nom des 27-3 ou des 27, et puis le reste à charge, donc le reste, les 6 000 €, serait à répartir entre les 3 communes qui auront clairement l'identifiant petite ville de demain. Voilà l'état actuel du débat. Moi, Est-ce qu'on a une idée de l'enveloppe globale qui pourrait être attribuée à notre commune ? Non. Non, c'est pas aujourd'hui. Non, dans l'esprit, on n'a pas. C'est pas une masse d'argent. C'est pas un volume qui, en disant, allez, il y aura 300 emplois, 250 à l'envolon. C'est en fait, puisque vous remarquerez que beaucoup de projets d'aujourd'hui sont des projets, comme on dit, à tiroir. En fait, il faut candidater. Pour les gens qui travaillent au quotidien, je pense à l'équipe, mais notamment à nos agents, il faut candidater. Et il faut souvent candidater très vite parce que les réponses, c'est plutôt dans la semaine qui suit. Une fois que l'accord est très long, l'accord est souvent très long à obtenir, mais dit autrement, l'accouchement est parfois assez long. Et si on commence à voir les pieds, on ne sait pas quand est-ce qu'on verra la tête. Par contre, dès l'instant qu'on commence à voir la tête, il faut très très vite avoir réagi pour sortir le bébé, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aller sur ce que je disais, à une série de grands axes. Voilà, pêle-mêle tout ce qui est le sujet des transitions, pêle-mêle l'aménagement en lien avec nos projets municipaux, et de pouvoir après abonder à des fonds. Quand je faisais référence, par exemple, au tiers-lieu, sujet qui, je crois, est peut-être partagé dans cette salle, sans polémique entre nous, je crois. L'idée, en tous les cas, si on voit bien vers quoi se dirigent nos territoires, on voit bien que demain, il y aura de plus en plus besoin de coworking, de ces espaces partagés. Eh bien, ce n'est pas une labellisation, pas une labellisation, mais en tous les cas, cette reconnaissance, ce club Petite Ville de demain, peut nous permettre d'avoir accès à des financements facilitants, par exemple. Alors, est-ce que la population sera associée à ces projets Petite Ville de demain ? Dans la presse, la semaine dernière, on apprend qu'il y a un comité de pilotage qui s'est formé depuis peu pour l'aménagement du centre-ville. Concernera aussi des petites portions de quelques rues adjacentes, comme la rue Pierre-Loti, Clémenceau, Pasteur et celle du 8 mai. C'est déjà bien avancé ou pas du tout ? Le comité de pilotage annoncé, il n'est pas encore en pratique. Il est en train de se constituer. Il va se constituer. Par contre, je fais le lien volontairement. Il y a le programme, il y a les projets globaux que vous avez, ils ont été en débat, ils ont été en débat dans la population, il y a eu un scrutin, prenons donc acte. Ce qui est important pour nous de candidater à Petite Ville de demain, mais comme les autres ailleurs, comme nos collègues de l'Envolon, de Ploix, Châtellerault, Ploix-Agathe, c'est de pouvoir évidemment avoir quelqu'un du matériel humain qui soit à disposition et en mode projet.
on voit quand même globalement, et je dis ça respectueusement avec nos services, on voit quand même qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. C'est celui-là le plus important. Le vrai besoin, le financement, on essaie, on n'est pas toujours trop mauvais pour aller le chercher. Administrativement, on peut considérer qu'on a des collectivités qui font relativement l'affaire. Par contre, et je le dis ça de façon très apaisée et très partagée, ce qui manque dans l'essentiel de nos collectivités, ce sont des chefs de projet. Je redis, un homme ou femme, un ou une chef de projet. Des gens qui sont la tête, on va dire, sur le guidon. On en est où de tel ou tel sujet, tel ou tel sujet. Ça, on a besoin aujourd'hui, et c'est clairement ce qui nous a fait candidater quelque part, c'est l'aide à pouvoir réaliser, on le dit simplement, l'aide à pouvoir réaliser effectivement nos ambitions de programme. Donc, je repose mes questions. Est-ce qu'il y a un comité de pilotage qui est déjà formé? Si oui, avec qui? Et est-ce que on est déjà sur des projets pour le bourg et le centre-ville dans le cadre de ce dossier? Alors, il n'y a pas de comité de pilotage Petite Ville de demain, puisque c'est un comité de pilotage pour l'instant. Il est en train de se constituer au niveau communautaire. La déclinaison sera ensuite au niveau communal, avec différents comités de pilotage. Et puisque vous évoquez celui du centre-ville, une première rencontre avec les moteurs, on va dire les animateurs, a lieu semaine prochaine. Et ensuite, il va se constituer. Ce comité de pilotage du centre-bourg, centre-ville. Il va se constituer. D'accord. Alors juste, est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura des habitants qui seront associés à ce comité de pilotage? Est-ce qu'il y aura des membres de l'opposition plouatine? Oui, bien sûr qu'il y aura des habitants, et il sera ouvert à tous. Il sera ouvert à tous. Il sera ouvert à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, mesdames. Juste encore une petite note que Eric a écrit, hein, mais que je confirme. Comme l'a rappelé notre député, ce soutien vise principalement à une forte aide à la numérisation, l'extension de la fibre, l'accès aux habitants aux nouvelles technologies et le déploiement de la télémédecine. Cela veut donc dire plus de services numériques et moins de contacts physiques directs. Cela exige une maîtrise des outils numériques accrue par la population. Cela va dans le sens de la modernisation des services de l'État, connue depuis plusieurs années, qui semble opportune, mais beaucoup risquent de ne pas le suivre, surtout à Ploie. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à la Maison France Service en parallèle pour remettre du lien physique direct, car une grande partie de la population plouatine qui ne maîtrise pas les outils informatiques se sentirait dépassée. Ça fait plaisir que nous sommes d'accord là-dessus, effectivement. Quand tu as commencé ta question, j'ai dit à Xavier, c'est bien pour ça qu'on fait une Maison France Service, c'est pour pouvoir garder justement ce contact et cette proximité. Voilà, donc ce n'était pas une question, c'était une affirmation, mais ça me fait plaisir que vous soyez d'accord avec nous. Mais par contre, la petite ville de demain, c'est un peu différent. Hein. Ce n'est pas que le numérique ni la fibre. Voilà, c'était une information, merci. Madame Leroux ? Donc, concernant le rythme scolaire des écoles publiques, alors pour la semaine des 4 jours, alors pour la rentrée 2021-2022, il faut faire un renouvellement de dérogation. Alors, je vous rappelle que l'État a autorisé les communes à arrêter l'étape et à revenir à une semaine de 4 jours. La semaine scolaire est toujours fixée à 4 jours et demi et que les communes doivent demander une dérogation pour une organisation de 4 jours. Donc, quand nous avions voté, c'était en date du 1er février 2018. Donc, il est donc nécessaire de les délibérer à nouveau pour poursuivre l'organisation des enseignants sur 8 demi-journées par semaine avec le mercredi matin totalement libéré. Vu le décret numéro 2017-1108 du 27 juin 2017 relative aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, il est demandé donc au conseil municipal de maintenir cette dérogation pour la semaine de 4 jours et d'autoriser le maire à signer la délibération idoine. Y a-t-il des questions ? Oui. C'est dommage du coup que vous n'en ayez pas parlé l'autre jour à la commission jeunesse, parce que du coup j'ai une question. Est-ce que les horaires peuvent changer ?
les chefs d'établissement peuvent être amenés à les changer ou est-ce qu'elles vont garder les mêmes horaires à l'heure actuelle? Ah non, ça va rester pareil, les horaires. Oui. Non. Après, ça peut venir d'inspection académique, mais on n'a pas eu de demande là-dessus. Pourquoi ce serait quoi la demande? Savoir si les horaires allaient changer prochainement par rapport à cette nouvelle redonne. Non, non, ça va rester la même chose. C'est juste pour renouveler la demande de dérogation. C'est toujours difficile de changer parce que c'est souvent lié au collège. Non, mais c'est bien. Forcément, pour les fratries, La et puis continuité. au ramassage scolaire. Non, tout à fait. Très bien, merci. Non, mais il va y avoir des demandes pour changer. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous aviez recueilli l'avis des parents, de l'équipe enseignante, de l'équipe en général, quoi? Concernant les tables, c'est tout ça qu'il y avait avant. Sur la continuité, justement, ouais. Alors, on en a reparlé ce matin. Et donc, on va le voir, quoi. Donc, peut-être un retour aux tables. Mais là... Le directeur d'école ne peut surtout pas revenir au débat à 4 jours, 4 jours et demi. C'est vrai que quand on est revenu à 4 jours, c'était à la demande des enseignants et d'un syndicat de parents d'élèves, pour se connaître. Donc à partir de là, on ne s'est pas battu, pour ceux qui étaient dans la salle, Jean-Michel, voilà. Donc on a pris acte, Oui. c'est sûr. Non, mais je suis... pour ma part, je suis pour les 4 jours, mais est-ce que vous avez recueilli justement l'avis de l'équipe éducative, quoi, avant? Il n'y a pas de... Oui. Ça a été voté il y a 3 ans. Il n'y a pas d'avis contraire, quoi, pour le moment. En sachant qu'on a eu des demandes quand même financières, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu avais 4 jours et demi d'école, les parents payaient moins cher de cantine, ne payaient pas de centre aéré le mercredi, n'avaient pas à payer le mercredi des activités physiques ou culturelles, tout c'était compris dans l'étape, et qu'il y a des gens qui ont chiffré ça entre 100 et 180 euros par mois de dépenses supplémentaires. Ouais, ça a été le choix des enseignants et de certains parents d'élèves. Aujourd'hui, on a la semaine de 4 jours, on a pris acte. On ne va pas relancer le débat tous les ans. Oui. Donc, il n'y a plus de questions? Non. Donc, je soumets au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Délégation du maire. Par délibération en date du 27 juillet 2020, le conseil municipal a décidé de déléguer à monsieur le maire, sur le fondement de l'article L 2122-22 du CGCT, un certain nombre d'attributions dans le but de simplifier et de rendre plus efficiente la gestion des affaires courantes. Il doit être rendu compte périodiquement au conseil municipal des décisions prises. Point 4. Donc de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Attribution du marché de voirie 2020 à la société Revia pour 285 939,48 € TTC. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans à la société Giradum, redevance qui passe désormais à compter du 1er août à 450 € mensuels. La société Côte-Côte, à partir du 1er août aussi, redevance de 100 €. Et installation de Madame Calvez Olivia, naturopathe à la maison médicale, redevance de 10% de son chiffre d'affaires à compter du 1/9/20. Tu veux rajouter autre chose, Michel? Ok. C'est bien l'installation, Côte-Côte House, 100 € pour l'instant, avec révision 1er janvier prochain. 2021? 2022? D'accord, donc maintenant. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Donc 10 concessions qui sont renouvelées. Il y en a 2 à Rhône-Bellec et les autres à Châteaubriand. Ensuite, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Il y en a 46 qui ont été signés depuis le dernier. On en signe toujours, j'en ai encore signé une quinzaine cet après-midi. Et même chose pour les DIA, 34 DIA, j'en ai encore signé une quinzaine cet après-midi.
Ensuite, point 17, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €. Remboursement de la SMACL pour le sinistre du véhicule Ducato, 2 962,82 €. Franchise de 300 € à notre charge, qui a été pris en charge par l'association. Glaz. Ah, j'ai dans le désordre, c'est pas mal aussi, hein. Ça rapporte moins. Eva, pour répondre aux questions de Madame Romiano. Alors, on a eu quelques questions qui nous ont été remontées par Madame Romiano. Est-ce que vous comptez installer avec les autorités ARS, etc., un centre de vaccination sur Ploie? Donc, une demande de centre de vaccination a été faite par la mairie à l'ARS. L'ARS ne souhaite pas qu'un nouveau centre soit fait à Ploie, mais éventuellement, donc si il y aurait possibilité par la suite, ils gardent notre demande sous le coude, entre guillemets. La réponse exacte, c'était de nous dire qu'il n'y avait pas de vaccin disponible aujourd'hui, et quand il y aura des vaccins, ils envisageraient la possibilité d'ouvrir un centre à Ploie. On n'aura pas loupé la demande. Ouais, non. Donc on leur a envoyé, vous continuez, Non, mais vas-y. Non, on leur a envoyé effectivement les personnes qui souhaitent s'inscrire. On en a quand même un certain nombre sur Ploie, mais vas-y, dis-le. Question suivante. Qu'avez-vous prévu pour accompagner les personnes âgées afin de les aider dans les démarches d'inscription pour la vaccination? Donc, j'ai déjà répondu parce qu'aujourd'hui, on avait aussi un CCAS, donc j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, il y a une liste qui est faite en mairie. Alors, pour être clair, on a quand même des anciens qui n'ont ni téléphone portable, ni Internet. Donc là, il est évident que pour ce genre de personnes, on va les aider, on va pallier en fait au manque qu'ils peuvent avoir. On peut avoir également d'autres demandes d'anciens. Donc là, on leur indiquera bien sûr la procédure. Et s'il y a plus de difficultés, une fois de plus, on va les soutenir, on va les aider. Je voulais donc... Oui. Du coup, il faut qu'ils vous appellent. Ils appellent la mairie. Ils peuvent appeler la mairie, oui, ou alors le référent de quartier. Toutes les personnes de plus de 60 ans. Exactement. Ouais. Il y en a qui passent au travers, c'est toujours pareil. Mais bon, globalement, chacun a sa liste. Ouais. S'il y en a qui passent au travers, il faut nous les citer. Faut nous les donner. Ouais. Et immédiatement, ça a été vu. Donc, question suivante pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Que comptez-vous mettre en place pour qu'elles puissent se faire vacciner dans le centre, qui sont relativement éloignés? Là, on est bien d'accord que malheureusement, c'est vrai que les centres de vaccination sont pour certaines personnes qui ont réussi à prendre des rendez-vous. Donc, pour ceux qui ont réussi, ça peut être assez loin. Donc, en général, quand ils ont pris le rendez-vous, ils savaient qu'ils pouvaient se déplacer. J'ai quelques exemples, si vous voulez voir par la suite. Donc, pour ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il faut savoir qu'on avait éventuellement eu l'idée de pouvoir avoir la vaccination à domicile, mais pour l'instant, ça n'est pas autorisé. Donc, on attend encore. Je rappelle également que, pour le moment, on ne peut pas encore prendre de nouveaux rendez-vous. Donc, on manque de vaccins. Les rendez-vous beaucoup de rendez-vous ont déjà été pris. Donc, pour l'instant, les centres d'appel et sites internet sont, je dirais, à l'arrêt. Donc, on attend encore. Et donc, on vérifie régulièrement quand ce sera disponible. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas plus de réponses que ça quand on fait des demandes nous-mêmes à l'ARS ou aux autorités. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. C'est bon? Oui? Le problème du vaccin, donc, quand on entend tous les débats, c'est bien de l'avoir confié à l'ARS. C'est sûr que si ça avait été confié à la sécurité sociale, on aurait beaucoup moins de problèmes. L'ARS a quand même mis 1 mois et demi à faire le cahier des charges pour être sûr au niveau juridique qu'il n'y ait pas d'accusation ou quoi que ce soit, mais c'est 1 mois et demi perdu, pendant lequel les Allemands, eux, ont fait de la logistique. Et pendant ce temps-là, on vaccinait. Donc c'est bien beau de se protéger juridiquement, mais c'est quand même 1 mois et demi de perdu. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que les financeurs, malheureusement, leur objectif, c'est pas toujours le service public ou le bien à la population, c'est d'abord de faire des économies. C'est d'abord de faire des économies, il faut le dire. Voilà. On verra ça quand une fois que les vaccins reviendront et pour mettre en place Oui. la population, savoir
Après, je vais parler à titre personnel par rapport aux appels que je peux faire sur mon fichier des plus de 75 ans. J'ai pu remarquer que on a quand même, enfin, les enfants de ces personnes sont assez volontaires et vont vraiment pour aider leurs parents. Je pense que je ne dois pas être la seule à avoir cette réponse de nos anciens en disant que mon fils, ma fille s'en occupe. Voilà. Et je trouve ça assez valorisant une fois de plus de se dire que y a une forme de solidarité aussi à la maison. Donc voilà. Les professions médicales se sont fait vacciner à Paimpol pour information. Pour que le vaccin puisse être fait, il faut un médecin et 3 infirmières pour un vaccin. Attendez que les professions médicales, les souris jusqu'aux oreilles. Parce que 4 pour faire une piqûre. Je voulais rajouter une dernière chose. Suite au CCAS qui a eu lieu aujourd'hui, Madame Floch à l'EHPAD nous a quand même indiqué que pour cette année 2020, ils ont noté une diminution du nombre de jours d'arrêt maladie. Ça veut dire que c'est vrai que les personnels à l'EHPAD ont fait preuve d'une véritable solidarité et un esprit d'équipe. Ils ont été vraiment présents tout au long de cette année, malgré les difficultés qu'ils ont dû aborder, quoi. Voilà. Donc, je tiens quand même à faire remarquer ça à tout le monde que y a une belle solidarité aussi, un esprit d'équipe qui est fait ici. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et je lève le conseil municipal. Non, on avait des questions pour la prochaine fois. Ah oui, d'accord. Hein? J'ai vraiment pas fait exprès. C'est pas grave. Je te laisse, Valérie, non? Tu commences, Valérie? Alors moi, on souhaitait, Christelle et moi, avoir un point de votre part la prochaine fois sur ce qui se passe un petit peu à l'F Armor Communauté. Hein, il y a des articles dans la presse où on peut lire qu'il y a des augmentations du tarif de l'eau, de l'assainissement, des taxes diverses. Donc on aimerait bien que vous nous fassiez un petit retour la prochaine fois sur ça, sur les futurs investissements qu'il va y avoir entre 2020 et 2026. Et on aimerait savoir également ce que vous votez ou ce que vous ne votez pas. Ça, c'est par rapport à l'F Armor Communauté. Christelle et moi-même avons été visiter les services techniques en décembre. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a un village éco, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Enfin bon. Alors, pour avoir échangé avec certains, il y avait un projet. Il y a un projet dans les cartons de travaux. Il y a également une enveloppe qui avait été plus ou moins établie. Donc, comme je pense que la prochaine fois, on sera en débat d'orientation budgétaire, on aimerait bien que ces travaux soient faits cette année. Alors, il y en aura qui seront faits pour partie par les agents, mais voilà. Donc, ce serait bien que nous fassiez un petit retour lors du débat d'orientation budgétaire et que ces travaux sur lesquels vous étiez plus ou moins engagés avant les élections soient faits cette année. Au niveau des artisans de la zone du Grand Étang, j'ai des retours. Alors je suis désolé d'en parler là, mais ils ne sont pas satisfaits. Il y a des dépôts d'ordures sauvages qui sont faits très régulièrement à l'entrée de la déchetterie. Et donc, je ferai un mail à monsieur le maire et à monsieur le président de la F Armor Communauté dans la semaine avec des photos. Ils souhaitent avoir au moins un panneau ou enfin des mesures qui soient prises ou que les personnes qui soient prises à faire ça soient verbalisées. Dans certaines communes, il y a des maires qui ouvrent les sacs poubelles et dedans, il y a les adresses. Donc voilà, ce retour des artisans de la zone du Grand Étang. Moi, j'aurais une question par rapport aux boues qui vont sortir de la station d'épuration, savoir qu'est-ce qui va advenir de ces boues, comment elles vont être retraitées. Je n'ai pas pu assister à la commission voirie, mais au niveau des douves, qu'est-ce qui va être fait? Et si on va avoir des réponses à ce qui a été posé donc à la commission
voirie, travaux. Et d'autre part, au niveau des horaires des commissions, j'aurais bien aimé qu'il y ait la possibilité de faire un doodle, par exemple, de savoir qui peut être disponible et de se rallier à la majorité pour qu'il y ait un maximum de personnes présentes et que ce ne soit pas que à des horaires en pleine journée et difficiles pour ceux qui travaillent. Voilà, merci. Impeccable. Merci beaucoup, Christelle. Moi, j'ai une demande de signalétique concernant la masse, afin qu'elle soit mieux indiquée. Et c'est une demande qui vient de la directrice de Madame Deniel, qui trouve que l'établissement n'est indiqué qu'une fois qu'on arrive sur la route à prendre, mais pas en amont autour de Plouha. Si vous la cherchez, vous pouvez faire le tour très longtemps avant de trouver le panneau indicateur. Et puis, lors de la commission travaux, Marc m'a fait part... Si je peux te répondre tout de suite, on a rencontré Mme Deniel il y a quoi 3 semaines 15 jours. Donc, elle nous a fait la même demande et on s'est commandé. Ok, parce que c'était encore une demande de la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le redire. Je sais que c'est long à arriver, les panneaux. Marc était en réunion travaux et effectivement, vous avez parlé de l'amélioration et de la sécurisation de l'EV4. Le V4, c'est l'Europe vélo qui part de Kiev en Ukraine et qui va jusqu'à Roscoff. Et ici, c'est la vélo maritime, puisque c'est Roscoff, Dunkerque. Il ne faut pas oublier que c'est le CD qui est maître d'ouvrage de la route au niveau balisage. Donc, je t'invite à venir prendre rendez-vous avec la personne qui s'en occupe pour pouvoir voir avec lui, puisque si vous retirez les panneaux, on peut aussi mettre des signalétiques concernant cette route. C'est pas de la signalétique, c'est simplement le refaire l'état des routes. Ok, mais quand elles vont être faites, du coup, les panneaux vont être retirés. Donc, faut non, voir parce avec les routes restent au même endroit. On ne change pas d'emplacement. On ne change pas d'emplacement des routes. Non, ça, j'ai bien compris, puisque de toute façon, on c'est refait une le route revêtement. On refait le européenne. revêtement. Oui, mais simplement. les signalétiques, lorsque vous allez refaire les routes, elles vont être retirées, vous allez les remettre après. Voilà, c'est ça Non, que ils je sont voulais sur vous le dire. côté, ils sont sur les bordures. Ok, bah, très bien. Non, ça ne change rien sur la signalétique. Mais bon, prendre quand même rendez-vous avec le département Non, qui est maître d'ouvrage. On ne touche pas du tout. Il y a 30% de subvention, c'est ça? Pas encore. C'est ce que tu viens de dire. Sauf si tu veux que ça rentre dans le prochain contrat de territoire. J'ai reçu ça et je pense que je ne suis pas la seule non plus. Vous avez dû le recevoir. Si vous pouviez répondre aux questions qui étaient posées concernant l'église de Plouha sur les différentes fuites qu'il y avait, puisque le dossier vous a été déposé le 27 janvier. On l'a eu ça la semaine dernière. Ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça. Tout à fait. Également. Donc, je réponds. Ah, vas-y. Je réponds à ça, effectivement. Sur la rosace qui est tombée, donc ce n'est pas la première qui tombe, c'est la deuxième. Le lendemain, elles ont toutes été testées, vérifiées. Donc, elles sont bien installées. Okay, celle qui est tombée, aujourd'hui, on n'a pas décidé de la remplacer ou pas. Voilà. Donc, celle qui est tombée est à l'entrée. C'est l'entrée en bois, le rectangle. Voilà. Pour le reste, Jean-Luc? Alors, pour la partie chauffage, c'est parti sur le marché 2020. Les devis sont signés. On attend l'installateur. Ça a été signé début décembre. Ça devait être installé pour fin janvier. Mais avec le Covid, ce sera plutôt en mars. Parce que c'est... La chaudière gaz? Non. Il y a un branchement. Il y a le branchement gaz également, gaz de ville, qui doit être réalisé. Et bon, je suis un peu inquiet. L'installateur nous avait promis que ce serait fait pour fin janvier. Bon, maintenant, Covid, tout. Donc, on va quand même Pour information, 36 000 €. Hein. Donc, voilà ce qu'il en est pour le chauffage. Pour la couverture, on va en discuter maintenant de ce qui pourrait être fait à notre réunion de liste. Et on vous tiendra au courant de ce qui va être fait en couverture. À savoir que l'an dernier, c'était même en 2019, une entreprise locale de Plouha a nettoyé toutes les gouttières et tout ça. C'est vrai que l'herbe repousse dedans, j'ai vu. Donc, on espère au niveau de la toiture, de toute façon, empêcher l'eau de pénétrer au moins dans l'église, quoi, afin de préserver l'état des boiseries en dessous qui posent problème. Quant aux toilettes, il faut effectivement séparer les toilettes de l'église, bien l'étanchéité. C'est pas facile parce que ça a déjà été fait plusieurs fois. Donc on va encore le refaire une fois. Ce ne sera pas cette année qu'on fera les toilettes automatiques.
faute de budget. Mais bon, ça sera fait une autre fois. Et la dernière chose, c'était par rapport... Je ne sais plus. C'est dans le clocher. Je connais pas. Je ne peux Ah, les pas. cloches le midi. Hein, Ça fait quelques jours qu'on écoute. Elles marchent bien le midi. Encore hier midi, elles ont marché. Hein. Donc, c'est... Voilà. On aura le problème, effectivement, des antennes. Free après. Merci en tout cas d'avoir pris ça en considération et de pouvoir On leur rencontre rapidement. monsieur le curé. C'est demain ou après-demain? Demain. On a été également destinataire, les 3 groupes d'opposition, d'un courrier de Stop Méthane que je vous ai remis tout à l'heure avec beaucoup de questions. C'est pour ça que je me suis permis de vous remettre le dossier afin que vous puissiez nous répondre aux questions à la prochaine réunion du conseil municipal. Et puis j'avais aussi une dernière, on va dire, observation. Ça s'est passé en conseil communautaire cette semaine. Vous savez de quoi je vais parler. Effectivement, vous êtes la majorité, vous avez le droit de prendre des décisions. Mais vous êtes aussi tenu de nous en informer. Et tous les conseils municipaux en avaient discuté puisque c'est les votes de la TOM et de la ROM, les redevances ou les taxes pour les ordures ménagères. Et j'ai été surprise d'apprendre que Ploie votait pour la ROM alors que nous sommes à la TOM à l'heure actuelle. C'est dommage qu'on n'a pas pu en discuter en conseil municipal. Je ne sais pas si toute votre majorité était pour la ROM, mais il aurait été judicieux qu'on puisse en parler tous avant que ce soit voté en conseil municipal. Donc je me suis abstenue puisque ça n'avait pas été débattu entre nous. Ça en a été débattu entre nous. Et effectivement, là, il y avait, je ne sais pas si c'est une grande majorité ou la totalité qui était pour la ROM. Voilà. Mais je parle d'un débat en conseil municipal comme les autres J'ai communes bien l'ont compris, fait. mais vous pouvez aussi vous réunir et avoir un avis sur la TOM et la ROM. Vous n'avez pas besoin de nous. Hein. Absolument, mais il aurait été judicieux quand même qu'on puisse en discuter tous ensemble. Ouais. Nous, on a fait une présentation et on a fait un débat derrière. Donc on l'a fait en 2 fois. Bon, je ne réponds pas aux questions tout de suite, hein, mais il y a plein de choses qui sont déjà préparées et qui sont dans le budget 2021. Bien évidemment. Voilà. Oui, vas-y, Marc. Notre question au niveau de l'office du tourisme, il n'y a pas eu de permis de construire pour tous les travaux qui sont faits? J'ai pas vu de panneau pour informer. Il n'a pas été mis. Voilà, mais il va être mis. Voilà. Très bonne question. On a fait une réunion en urgence cet après-midi justement à cause de ça. C'est une déclaration de travaux. Hein. Ouais, c'est pas... Ouais. Bien évidemment, tous les dossiers avaient été faits. Mais heureusement, bah oui, ça peut paraître... Mais quand c'est pas un permis de construire, les petites... Enfin, ce qu'on appelle les petits travaux en régie sont pas toujours, effectivement... Et justement, les gars de la commune montent sur les toits comme ça, mettent des tôles sans casque, ni rien, sans attacher. On est passé plusieurs fois. Effectivement, on leur a rappelé que ils ont, tous les ans, ils signent en début d'année un document comme quoi ils ont tous les EPI pour se protéger. Après... Oui, on est responsable. Ben, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a fait une réunion d'urgence à 15h et on leur a rappelé. Mais on est responsable, mais aussi, hein, parce que s'il y en a un qui se blesse, l'assurance ne marche pas. S'il peut espérer avoir une rente, il a pas de rente. Hein. Ils sont aussi responsables. Hein. Faut savoir que la responsabilité pénale est indivisible. Donc on a tous la même peine. Pour information, ils ont été rappelés à Dordt cet après-midi encore. Ouais. On est passé la semaine dernière, jeudi, avec le chef des travaux. On est passé devant, il n'y en a aucun qui avait un casque. Hein. Mais oui, et puis des gants, et puis des chaussures de sécurité. Et puis il faut s'attacher, il y a tout. Ils ont tout ce qu'il faut, mais après, ils veulent toujours faire vite. Hein. C'est bien. Ouais. Voilà. Donc ça a été fait. Bon, je peux lever la séance. Je vous souhaite à tous une bonne soirée.